le rôle du papa… Pardon. Pas de souci. Le rôle de l'accompagnant, du papa, ça va être de comprendre cette situation tout en aussi faisant comprendre qu'il a un rôle à jouer et qu'il ne faut pas l'en exclure. Voilà. On va passer à la dia suivante. Alors, grosso modo, on voit qu'il y a seulement 10% des couples qui conservent une sexualité normale pendant la grossesse. 50% arrêtent progressivement et 40% ont des rapports beaucoup plus épisodiques. Donc, on voit déjà l'un des premiers problèmes, qui est la sexualité dans le couple. On peut passer sur la dia suivante, s'il vous plaît. Donc, seulement 10% sexualité normale, ce n'est pas beaucoup. Alors qu'en fait, on se rend compte que médicalement, il n'y a pas de contre-indication à avoir des rapports. Et en fait, cette baisse de l'activité sexuelle pendant la grossesse s'explique par plusieurs facteurs. Le conjoint qui a une représentation peut-être un peu idéalisée de la grossesse de la femme enceinte. Il y a des craintes infondées comme quoi le sperme pourrait être nuisible, que les rapports pourraient blesser le fœtus, qu'il y a un troisième spectateur, on va dire, qui est là, les changements corporels de la compagne et quelquefois des tensions aussi qui font que on se sent un peu délaissé, moins désiré, on se dispute, il y a des conflits et tout ça fait qu'on voit souvent une baisse de l'activité sexuelle du couple et donc des conflits aussi pendant la grossesse. On peut passer à la dia suivante, s'il vous plaît. En pratique, comme je vous le disais, nous, il n'y a pas forcément de raison à ça parce qu'il n'y a pas de crainte particulière à avoir. L'anatomie est bien faite. Le col de l'utérus protège en fait la grossesse. Ça joue vraiment le rôle de barrière. Et le liquide amniotique, le rôle d'amortisseur. Et donc, il n'y a pas plus de fausses couches quand on a des rapports sexuels, pour autant qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale à avoir des rapports, mais ce qui est dans la grande majorité des cas la situation. Et donc, il ne faut pas en avoir peur, ça ne va pas blesser le fœtus. Et donc, l'abstinence ne sera indiquée que sur un avis médical, des saignements, une infection, une ouverture du col, etc. Voilà, on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc, comme je vous l'ai dit, sauf contre-indication, on peut avoir des rapports normaux. D'autant plus qu'on se rend compte que l'abstinence, quand elle est pas forcément désirée, ça crée des sentiments d'exclusion et de tension, de frustration dans le couple. Et donc, il faut savoir en parler. Le conjoint en consultation, il est le bienvenu. Et que ce soit au gynécologue, à la sage-femme ou même à des sexologues, tout à fait aborder ces sujets pendant la grossesse sans problème. Voilà. Alors, c'est vrai que d'un point de vue de la future maman, il y a des situations plus compliquées. Au premier trimestre, ce n'est pas évident. Il y a une baisse du désir sexuel, une baisse de la libido. Il y a des nausées, des malaises, de la fatigue, des douleurs, des petits saignements après les rapports. Et donc, tout ça peut expliquer, le moins d'envie. Donc ça, il faut savoir le comprendre et le respecter aussi, évidemment. On peut passer à la dia suivante. Et en fait, quand on passe le premier trimestre, qui est le fameux trimestre des nausées, on se sent moins bien, et en fait, ça va beaucoup mieux. Au deuxième trimestre, entre le deuxième et le troisième trimestre, entre le premier et le troisième trimestre, en fait, on a une maman qui se sent mieux, qui est beaucoup plus épanouie. Et en fait, souvent, ça va plutôt être l'inverse qui peut se passer, c'est-à-dire le conjoint qui va, justement pour les arguments qu'on avait donnés avant, peut-être ne pas répondre à toutes les sollicitations et créer le stress inverse, en fait. Voilà. Et donc, le deuxième trimestre, c'est un peu la lune de miel de la grossesse, théoriquement, on va dire. Voilà. Alors, on va passer à la dia suivante. Donc, au deuxième trimestre, on a un ventre la patiente, enfin la conjointe a un ventre qui est un peu plus proéminent. Et c'est vrai que les rapports, les positions doivent être adaptées. Et souvent, ce qu'on va préconiser, c'est plutôt des rapports sur le côté ou à genoux. Voilà, mais enfin, dans une situation qui va faire qu'il n'y a pas une gêne occasionnée par le ventre de la future maman. C'est vrai que dès le 6e mois, c'est la période où le ventre devient plus gênant. Alors, sans oublier que toutes les caresses, etc., sont tout à fait importantes, les préliminaires, surtout pendant la grossesse, pour ne pas provoquer de douleur, de gêne. Et donc, le plaisir sensuel des caresses se rapproche, ou en tout cas ne pose vraiment pas de soucis, ne va pas provoquer de contraction, ne va pas créer d'infection, etc. Et donc, ça peut tout à fait pallier à la pénétration. Voilà. Ou la compléter, il n'y a pas de problème.
Donc, en fin de grossesse, on revient sur une période un peu plus délicate, avec une maman, c'est vrai, qui redevient beaucoup plus fatiguée, qui se sent plus lourde, qui a des douleurs. Euh, et, euh, et en fait, l'image corporelle aussi, c'est vrai, qui en prend un coup. On a pris du poids, on a des varices, on a des vergetures, donc on se sent un petit peu moins en confiance. Et c'est là aussi où le rôle du conjoint est important, en lui expliquant que bah, voilà, vous la trouvez toujours aussi jolie, que voilà, vous êtes, qu'elle est belle et que ça ne pose pas de problème dans votre vie de couple. Il faut vraiment, c'est une période, le troisième trimestre, où il faut vraiment la rassurer. On a vraiment un mal-être quand elle vient en consultation, quand elle monte sur la balance. Il y a vraiment un mauvais vécu et le conjoint, c'est important qu'il soit là pour un peu relativiser tout ça. Très bien, on va passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé de la sexualité qui, donc, grosso modo, doit être assez proche de la normale en adaptant en fonction de l'état, on va dire, de votre conjointe, mais qui est, globalement doit rester assez proche de la normale, et ce qui en pratique n'est pas vraiment le cas. Donc, il faut arriver à trouver des petites astuces pour que, de l'assurance pour pouvoir mener une vie sexuelle normale pendant la grossesse. Sur le plan affectif, bah, c'est vrai qu'il y a il y a une introspection, donc la patiente se recadre beaucoup sur elle-même et quelquefois un petit peu aux dépens du futur papa. Elle se concentre surtout sur sa grossesse, son futur bébé, elle se projette beaucoup et bah, le futur papa peut se sentir exclu alors que votre rôle est fondamental. Donc vous allez de nouveau aussi devoir trouver sur le plan émotionnel et affectif un équilibre, un rééquilibre, un nouvel équilibre. Voilà, on va passer sur la dia suivante. Vous devez être un soutien solide, donc vous devez être présent, pas envahissant, mais quand on a besoin de vous, vous devez pouvoir répondre et quelquefois accepter d'être un petit peu à l'écart. Quand on vous demande votre avis, il faut le donner, faut discuter, il faut trouver les mots, il faut être patient. Pas toujours des situations faciles, parce qu'effectivement, on peut être face à une personne avec une grande sensibilité, hein, euh, et quelquefois des réactions qui peuvent être un peu exacerbées, on va dire. Par exemple, à l'occasion d'un rendez-vous, vous allez arriver en retard ou vous avez loupé ou votre manque de disponibilité. Euh, il faut savoir relativiser tout ça et ne pas le prendre au premier degré. Voilà, vous êtes le futur papa et elle a besoin de vous, même si elle ne l'exprime pas. Voilà. Et au contraire, même si quelquefois vous pouvez vous sentir rejeté, votre rôle est capital. Nous, on voit très bien les femmes isolées, les femmes seules. Bah, clairement, médicalement, derrière, on a beaucoup plus de problèmes. Donc, même si les situations ne sont pas toujours faciles, il faut que vous assistiez dans votre rôle de soutien. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, comme on disait, les émotions la dominent parfois et elle peut avoir du mal à les exprimer. Donc, on ne va pas toujours comprendre ce qui se passe. Ça va souvent être somatisé avec des nausées, des douleurs, des insomnies. Euh, et en fait, tout ça ne va être que l'expression physique du stress ou d'une dispute ou d'un conflit avec le conjoint. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que nous, c'est des symptômes comment dirais-je, qui nous interpellent quelquefois. Et ça, vous devez, vous aussi, à votre niveau, y être attentif. Savoir lui demander ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, ce n'est pas juste qu'elle vomit ou qu'elle a des douleurs. Quelquefois, c'est parce qu'elle a un stress, elle vous en veut de quelque chose ou il s'est passé quelque chose. Et quelquefois, en parlant et en lui apportant votre soutien, bah, ça va régler le symptôme, tout simplement, en se passant de médicaments. Très bien, on va passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Alors, les envies irrésistibles, c'est un petit peu la même chose. C'est plutôt psychologique. Et c'est souvent un signe du besoin d'attention. Et clairement, je pense que d'une façon la plus raisonnable possible, il faut pouvoir y accéder. Voilà, essayer de les satisfaire, ça va être un signe de votre affection, de votre intérêt. Et en fait, souvent, après, ça va s'apaiser. Au contraire, si jamais il n'y a pas de réponse envers ça, bah, ça peut s'exacerber et puis après verser vers d'autres pathologies parce qu'on va considérer que vous n'êtes pas attentif et que vous n'êtes pas impliqué. Donc, c'est un petit signe qu'il faut plutôt, même si voilà, il y a par exemple un diabète et qu'elle vous demande une boîte de chocolat, bah, vous lui prenez, vous y allez avec modération, vous lui expliquez que voilà, tout ça, mais il ne faut pas jouer au policier à la maison, quoi. Voilà.
globalement. On va passer sur la dia suivante, s'il vous plaît. Vous devez aussi fortement vous impliquer dans la perspective de la future vie à 3. Forcément, on va en parler en incluant tous les nouveaux paramètres que l'arrivée de bébé vont impliquer, mais aussi de votre vie à 2 toujours, en fait, votre vie de couple, et donc se projeter là-dessus. Comment va être notre vie à 2 après? Ça, c'est aussi important pour la future maman de pouvoir à certains moments sortir la tête de l'eau et du coup se dire que vous serez là et qu'elle peut compter sur vous. Et donc garder des projets autres que parentaux, les sorties, les week-ends en amoureux, le sport, euh, lui montrer que vous allez vous impliquer dans la vie quotidienne avec les tâches ménagères. Penser à la vie d'après, organiser la vie d'après, ça va être aussi, comme on dit, pour la fameuse charge mentale des femmes. Il va falloir reprendre notre part et c'est normal et ça permettra aussi de limiter le stress. Voilà, il faut se montrer prévoyant, tout simplement. On ne pense pas qu'à la grossesse, on ne pense pas qu'à son travail ou qu'à ses prérogatives, il faut penser à l'après. Voilà, il faut quand même savoir se défendre aussi un peu, donc se faire une place dans la relation mère-enfant, donc c'est toujours un équilibre, comme on dit au départ. Il faut montrer son désir d'assumer son rôle de père et ne pas se laisser décourager par tu ne sauras pas faire. Voilà, je pense que rien n'est inné. Il faut apprendre, il faut quelquefois lire, se casser un peu la tête, participer à des réunions comme celle-là, parler avec d'autres papas, s'intéresser en fait tout simplement. Il ne faut pas se dire je verrai bien, ça crée un stress. Et voilà, ne pas se laisser décourager tout simplement. Se jongler avec son temps, la vie d'avant, c'est après, et c'est vrai que ça nécessite une organisation, mais après on le fait et on y arrive. Mais il faut y penser, il faut l'anticiper. Et pour votre conjointe, ça va être un signe vraiment de réassurance. Votre place auprès du futur bébé, elle est capitale, évidemment. Le docteur Moore vous en parlera aussi, dans la construction, vraiment de la relation du bien-être de bébé. On parle beaucoup des 1000 jours, on vous en parlera, je pense. La place du conjoint, de l'accompagnant, du parent, du coparent, tout ce qu'on veut, voilà, mais c'est capital. Indispensable à son épanouissement et pour son enrichissement personnel, pour votre enrichissement personnel, évidemment aussi. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un signe de perdre sa masculinité, de s'occuper d'un bébé, évidemment. Voilà. On va passer à la dia suivante. Donc, le congé maternité, ça, c'est plutôt des informations administratives pour vous. 6 semaines avant l'accouchement, 8 semaines après. Ça, c'est quand même important de le savoir dans votre organisation. Ça permet que bébé, maman aille bien, que vous puissiez vous impliquer aussi. Surtout que maintenant, vous avez droit à 25 jours de congé paternité. Donc, ça, c'est pour les salariés, c'est important de pouvoir s'en préoccuper. Et voilà, ce sera aussi le moment de vraiment de marquer votre implication et votre présence. Voilà. On va passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Pensez à l'organisation de la garde de bébé, qui n'est pas toujours évident après. Les premiers mois de la grossesse, en fait, c'est quelque chose qu'il faut anticiper parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les crèches, etc. Et il n'y a pas de meilleure méthode de garde qu'une autre. Tant qu'à partir du moment où vous êtes sécurisés, les deux parents, à partir du moment où vous vous êtes mis d'accord, l'épanouissement de l'enfant se fera par l'épanouissement des parents. Et voilà, je pense qu'il faut voilà, se dire que, comme je disais ici, on est persuadé du bien fondé de la valeur éducative et affective. Et à partir de là, tout se passe bien. Qui est la suivante, s'il vous plaît. Pendant la grossesse, les mamans salariées peuvent aussi consulter la médecine du travail pour avoir éventuellement un aménagement du poste de travail, des horaires. C'est important. Quelquefois, quand on n'a pas de solution, on est bien obligé de faire des arrêts. Mais c'est quelque chose qu'on essaie toujours d'éviter dans le sens où une maman au travail, c'est aussi une maman qui va bien. Mais bon, il faut savoir aussi consulter la médecine du travail si c'est nécessaire. Et il faut savoir qu'il y a 2 semaines de ce qu'on appelle congés pathologiques qui peuvent être ajoutés au congé légal. Voilà, donc ça, ce sera quelque chose qu'il faut. Quelquefois, c'est le papa qui dit voilà, tu es un peu fatigué, il faut vraiment en parler. Les mamans veulent un petit peu être combattantes. Il ne faut pas, quand c'est trop dur, on s'arrête et puis c'est prévu par la loi. Dia suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, je vais pas tout revoir, mais on vous laissera les dias, je pense. Plein de petites choses que vous pourrez proposer à votre épouse si jamais elle ne se repose pas assez, si jamais, comment réagir, par exemple, face à une maman qui ne veut pas que vous assistiez au rendez-vous.
peut-être on va passer sur la dia suivante. Après, ce sera aussi l'ouverture à vos questions. Je pense que ça, on en discutera. Pour les nausées, les petites choses que vous pouvez faire à la maison pour essayer de lui éviter des nausées, des vomissements, les bouffées de chaleur, les brûlures d'estomac. Il y a plein de petites choses que vous pourrez vous directement à la maison mettre en place avant que voilà, il faille médicaliser la situation. On va passer à la dia suivante, s'il vous plaît. Le mal de dos, les envies de faire pipi tout le temps, malaise, les insomnies, les jambes lourdes. Il y a pas mal de choses en tant que papa qu'on peut faire accompagnant pour la soulager. Et pas juste lui dire, bah, voilà, il faut que tu appelles le médecin et que tu prennes des médicaments. Elle va se dire, bah, voilà, la solution de facilité, il n'est pas présent, il n'est pas engagé, il n'est pas investi. Donc, je vous laisserai ce petit listing, c'est pas mal. Dia suivante. Alors voilà, il fallait vraiment que, vu le contexte, qu'on mette une petite dia sur le Covid. En résumé, le papa, il a toujours sa place dans les maternités, malgré le Covid. Ce qu'on demande maintenant, c'est effectivement le pass sanitaire à la maternité. Pour l'accompagnant, ça c'est certain. Pour la patiente, il va être soumis à l'urgence médicale ou pas. Donc, dès que c'est une urgence, on ne va pas le demander. Si jamais c'est des rendez-vous programmés, là, on demandera le pass sanitaire pour la patiente et le conjoint, à savoir donc vaccin ou test PCR négatif. Voilà, donc pendant l'hospitalisation, il va aussi être demandé. Pareil pour les. Alors, actuellement, pour les accompagnants, on n'a que la fratrie qui peut venir en visite à la maternité sur des heures bien ciblées, les plus courtes possibles, raisonnables, on va dire, pour qu'on essaye quand même un petit peu de sortir la tête de l'eau et qu'on remonte le moral aux gens, ça c'est important. Mais voilà, on est toujours sous des contraintes sanitaires et je pense que ça ne va pas changer tout de suite. Donc, c'est important de vous renseigner à ce propos déjà durant la grossesse. Voilà, surtout pour les personnes non vaccinées, des modalités d'accès, etc. En salle de césarienne, on peut aussi avoir le papa qui est là en salle d'accouchement. Par exemple, en salle de césarienne, on va demander le vaccin plus un test négatif. Voilà. On va passer à la dia suivante. Oui, il y a des exceptions au pass sanitaire. Parce que quand je vous dis, évidemment, quand il y a des urgences, on ne va pas demander un pass sanitaire. Et en fait, après, c'est vraiment au cas par cas en fonction de l'avis du médecin pour une patiente qui consulte aux urgences, etc. Donc, on n'est pas braqué, évidemment. L'objectif, c'est toujours de soigner les gens. Mais clairement, on incite à la vaccination des femmes enceintes et des conjoints pour limiter et les hospitalisations et quand même réduire les transmissions. Voilà. On va passer à la dia suivante. Et puis voilà, on en arrive à l'accouchement. Donc là, je crois, Solange, que vous intervenez. Ouais, super. Est-ce que vous voulez prendre, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez prendre des questions ou alors on continue jusqu'au bout, comme vous voulez. On continue? Oui, pour le moment, on peut continuer. Pour moi, ça va. On peut continuer? Ok, super. Alors, l'accouchement, le jour de l'accouchement, allez-vous assister ou n'allez-vous pas assister? Allez-vous en être capable ou pas? C'est plein de questions que vous allez vous poser. Ce qui est important, c'est que vous vous les posiez pendant la grossesse, pas au dernier moment. Parce que si au dernier moment, vous décidez de ne pas assister, eh bien, ça sera vraiment une frustration importante pour la future mère parce qu'elle aura l'impression d'être lâchée. Donc, on peut ne pas vouloir assister parce que ça peut être vécu comme un traumatisme, pourquoi pas. Mais on en discute avant. Tout est communication et c'est ça qui est important. Il ne faut jamais laisser de non-dit. Parce qu'une fois qu'on n'a pas fait quelque chose, le problème ne peut plus se régler 3 mois après. Donc, on en discute avant. Alors, on y est. Ça y est, bébé arrive. Vous pouvez avancer, Delphine, si vous voulez. Encore? Vous allez vous poser plein de questions parce que vous n'avez pas joué à la poupée, vous ne savez pas comment le prendre en charge. Qu'est-ce que vous allez faire? Une maman ne naît pas maman. Elle apprend elle aussi. Alors, peut-être que vous aurez d'autres façons de faire qu'une maman, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une façon masculine de prendre un enfant et une façon féminine. Le père exprime sa part féminine et je pense que nous, les mères, on peut de temps en temps exprimer une part un peu plus masculine qui nous permet de nous détacher des enfants et de leur laisser un petit peu de liberté. Parce que sinon, je disais toujours que nous, les mères, on rendrait nos enfants névrotiques parce qu'on les enfermerait, on les empêcherait de vivre, on les laisserait jamais sortir. D'ailleurs, j'aime beaucoup la dia du docteur Pelletier quand il montre le papa débordé à 9 h du matin. Il tient le bébé vers l'extérieur alors que nous, on le ramène vers nous. Vous leur montrez le monde et nous, on les enferme. Je crois qu'ils ont besoin des deux.
et que ça les stabilise. Ils ont besoin en tout cas de la vision des deux mondes. Donc, c'est important. On peut sécuriser, mais en même temps, on peut aussi devenir un peu aventurier. Le tout, c'est de savoir comment on fait. Alors, vous allez participer aux soins bébé, que ce soit les soins de toilette ou que ce soit l'alimentation. On peut avancer, Delphine, parce que moi, je vais parler un petit peu différemment de mes diapos. Les diapos résumeront ça. Pour ce qui est de l'alimentation, eh ben, même si maman a choisi, et c'est maman qui choisit, c'est pas vous. Maman, c'est une discussion qu'on a aussi pendant la grossesse. L'allaitement, c'est la mère qui choisit le type d'allaitement qu'elle souhaite faire. Si c'est un allaitement maternel, c'est son choix, on l'aide, vous pouvez l'aider, vous pouvez prendre en charge le bébé, le lui apporter, le prendre après la tétée pour lui faire l'euro, pourquoi pas, le promener un tout petit peu quand il faut patienter parce que maman n'est pas tout à fait prête. Vous pouvez aider à l'allaitement. Et puis, si par hasard, il y a du lait qui est tiré pendant la journée, eh ben, pourquoi pas vous lever la nuit pour aller donner un biberon à bébé pour permettre à maman de se reposer un peu plus ou même dans la journée, peu importe. Parce que la nuit, vous, messieurs, je suis désolée, une armoire normande peut tomber à côté de vous, vous n'entendez rien, alors que les mamans, ils ont à peine bougé le petit doigt qu'elles sont déjà debout. Il paraît que dans notre système circulatoire circule une substance qui nous rend particulièrement en éveil pendant cette période. Ça nous vient de la préhistoire, quand il fallait se sauver très vite, quand il y avait les prédateurs qui arrivaient, ça réveillait les mères et qui sauvaient leurs bébés. Finalement, il reste toujours un petit peu d'instinct animal en nous. On a beau vouloir le nier, mais il reste toujours un petit peu. Là, c'est pour le repas. Le biberon, c'est pareil. Vous pouvez aider à la préparation. Vous ferez sûrement autrement qu'une maman. Mais bon, on discute et puis on le prépare et il n'y a aucun souci. Et vous pouvez le donner tout aussi bien que les mamans. Il n'y a aucun souci. Ça, ce n'est pas un rôle féminin, c'est un rôle parental. Et on partage les rôles parentaux. La toilette, évidemment, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Il faut déshabiller ce petit bout, il faut le rhabiller, il faut mettre une couche. Est-ce que je l'ai mise à l'envers? Est-ce que j'ai mis les habits à l'envers? Prenez le temps de tout préparer avant. Prenez le temps de regarder comment ça fonctionne avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais vous lâchez un bébé quand il est posé sur une table à langer. Quel que soit le moment, le téléphone sonne, peu importe, vous ne répondez pas. Si vous attendez un coup de fil important, le plus important, c'est que bébé ne reste pas tout seul sur la table à langer. Vous le posez à la limite par terre et puis il lui arrivera rien. Il aura peut-être un peu froid, mais il lui arrivera rien, alors qu'en hauteur, il risque gros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bébé a horreur d'avoir froid. Donc, vous ne le mettez pas tout nu sur une table à langer. Ça vous paraît peut-être pratique, mais ce n'est pas pratique du tout pour bébé. Vous dégagez les fesses si vous voulez changer sa couche. Vous dégagez le haut si vous voulez changer un pyjama parce qu'il est un petit peu sali. Vous y allez morceau par morceau parce que l'enfant a froid, il a horreur d'être tout nu. Donc, tout doucement et on y arrive. Il n'y a aucun souci. Le lavage du nez, eh bien, vous l'apprendrez comme maman parce que maman, elle non plus, ne sait pas faire. Ce qui est important, c'est de le faire quand l'enfant a un nez qui est bouché. Vous n'allez pas embêter bébé à lui laver le nez quand son nez n'a pas de sécrétion. Est-ce que vous mouchez quand vous n'avez rien dans votre nez? Je ne crois pas, parce que ça ne nous donne pas envie de nous moucher. Donc, il y a vraiment des choses simples à faire. Couper les ongles, et ben, si vous ne voulez pas couper parce que vous avez peur de faire mal, vous prenez une lime en carton et vous limez les ongles. C'est tout aussi simple. Quand vous donnez le bain, votre bain est à température du corps du bébé. Donc, il est important que vous vérifiez la température du bain avec un thermomètre, pas avec votre main. Vous trouverez peut-être que c'est chaud ou froid en fonction de votre sensibilité, mais pour le bébé, le bain est à 37 degrés. C'est un avantage parce que ça nous permet de lui donner le bain après le biberon. Donc, il est beaucoup plus calme. Et on ne fait jamais couler l'eau quand le bébé est dans le bain parce qu'il suffit que le robinet se dérègle et vous pouvez l'ébouillanter ou au contraire le geler. Donc, attention, ça, c'est des petites choses toutes simples. Continuez, Delphine. Alors, la slide suivante. Encore? Celle-là, je l'aime bien parce que, ben oui, papa, vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. C'est écrit sur le body, donc c'est forcément vrai. Vous allez y arriver comme tous les autres avant vous. Et on n'a jamais vu un bébé se balader tout nu dehors parce que le papa l'avait habillé. Il est dans de bonnes conditions. Je compte sur vous pour limiter les ardeurs des mères qui consistent à couvrir les enfants
Et j'ai presque tendance à dire qu'ils ont une combinaison de ski quand il fait 30 degrés dehors parce qu'il n'en fait pas 35, donc en exagérant. Donc, je compte vraiment sur vous pour faire en sorte de découvrir cet enfant, pour le rendre confortable quand il est à la maison. Il est évident qu'avec le froid qu'il fait dehors, il faut les couvrir, mais à la maison, la température de la pièce est à 20 degrés et bébé est normalement couvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas 3 couvertures. De toute façon, on va le coucher dans un lit dans lequel il n'y aura ni oreiller ni couette. Il sera avec une turbulette. Il n'y aura pas d'entourage de lit parce qu'on va essayer de limiter au maximum tous les objets qui peuvent empêcher la circulation de l'air. Parce que ça, c'est notre façon à nous de lutter contre le risque de mort subite du nourrisson. On enlève les entourages de lit, on enlève les rideaux. Tout ça, c'est joli, mais tout ça, c'est dangereux. Il vaut mieux que bébé ait la marque des barreaux sur son front que d'aller mettre son nez en dessous de l'entourage de lit et que ça va l'empêcher de respirer. Il n'a pas non plus de bijoux. Et s'il vous plaît, essayez de calmer les ardeurs des mamans quand elles me mettent des colliers d'ambre pour diminuer les douleurs dentaires. Il va falloir m'expliquer comment un collier d'ambre peut empêcher un bébé d'avoir mal. En revanche, ça peut étouffer un bébé et chaque année, il y a des catastrophes. Alors, gardez raison et je compte sur vous pour que les mamans gardent raison. Parce que si vraiment elles veulent mettre ce collier d'ambre, qu'elles le mettent en bracelet autour du bras, là au moins il n'y aura pas de risque. Continuez Delphine. Dans le diaporama, vous verrez, il y a un petit tableau pour les températures extérieures, comment habiller bébé en fonction de la température. Vous verrez, au fur et à mesure qu'il fait plus chaud, on enlève des couches pour qu'il soit moins couvert. Et au contraire, s'il fait 4 degrés dehors et grand soleil, on va se promener, mais on se couvre avec une combinaison de ski et avec une couverture. On s'adapte vraiment aux températures extérieures. Maintenant, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut jamais laisser bébé seul sur une table allongée parce qu'il y a toujours le risque, et c'est encore un accident fréquent. Chez l'enfant plus grand, l'accident le plus fréquent, c'est la chute du caddie. L'enfant est assis dans le caddie, il n'est pas attaché parce qu'il n'y a pas de harnais dans les caddies, et c'est l'accident le plus fréquent chez l'enfant un peu plus grand. Mais chez le petit, c'est toujours la chute de la table allongée. On continue Delphine, si vous voulez bien. Pour ce qui est du sommeil, n'imaginez pas que la grasse matinée que le docteur Pelletier vous a montrée avant, qui vous est promise jusqu'à 9 h du matin, essayez de faire une croix dessus. Parce que même quand on a des enfants sympas, les premiers mois, ils ne dorment jamais 12 heures. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas coucher un bébé à 9 h du soir et le récupérer à 9 h du matin. C'est impossible. Ou alors, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est normal qu'un bébé se réveille la nuit pendant les premiers mois. Il a des cycles de sommeil qui sont beaucoup plus courts que les nôtres. Ils ont des cycles de sommeil qui sont de 60 minutes et en général, ils répètent 2 à 3 cycles avant de se réveiller vraiment. Donc, soyez patient, laissez le temps passer et tout se passera bien. On continue, Delphine? Encore? Oui. Alors, va-t-il dormir ce soir? Personne ne peut vous le dire, vous non plus. Est-ce qu'il va se réveiller la nuit? S'il se réveille, c'est probablement parce qu'il a faim, c'est probablement aussi parce qu'il a soif, parce que si dans votre chambre, il fait 22, 23 degrés, il va avoir soif. Et effectivement, il va avoir le biberon de lait, mais c'est simplement, où il va téter, c'est simplement dû au fait qu'il a soif et qu'il a besoin de s'hydrater. Donc attention, la température de la chambre, c'est une température qui se situe entre 18 et 20 degrés à partir de l'âge d'1 mois, avant un tout petit peu plus. Pour lui donner un rythme veille-sommeil, vous pouvez l'aider à acquérir ce rythme-là en modifiant votre façon de faire dans la journée et la nuit. On va la journée lui donner des indicateurs temps, comme quoi il fait jour et que c'est une période où on est un tout petit peu plus réveillé. Il va dormir avec les volets ouverts, on va continuer à vivre dans la maison, il y aura du bruit. Il va commencer à comprendre la différence entre le jour et la nuit. La nuit, c'est beaucoup plus calme, il n'y a pas de lumière, on donne à manger et on dort. N'oubliez pas, dans le ventre de maman, c'est hyper bruyant, c'est la place de la Concorde à 18 h, parce qu'il y a l'intestin, parce qu'il y a l'aorte, il y a énormément de bruit. Et pour l'aorte, il y a une anecdote qui dit que quand vous passez l'aspirateur, vous reproduisez le bruit de l'aorte maternelle. Voilà pourquoi un bébé tout petit s'endort avec l'aspirateur, alors que nous, on s'évertue à ne pas le passer pour ne pas le réveiller. Donc non, c'est un moyen de le faire dormir quand il est tout petit, l'aspirateur. On peut passer. Alors, un bébé pleure. Sachez qu'un bébé pleure en moyenne 2 heures par jour
pendant les 2-3 premiers mois. Et ce n'est pas parce que vous êtes de mauvais parents, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. Les pleurs sont un mode d'expression chez l'enfant par lesquels il s'exprime en disant qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il a envie d'être tranquille ou qu'au contraire, il a envie de venir avec vous. C'est un moyen de s'exprimer. Au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qu'il vous dit par ses pleurs. Pitié, ne le secouez jamais. Alors, évidemment, il y a eu toutes ces campagnes où on a vu le chat de Gueuluc qui dit « il ne faut jamais secouer un bébé ». Ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est comme les campagnes du PNNS avec les 5 fruits et légumes. Non, ce qui est important, c'est que vous réfléchissez avec la future maman de ce que vous allez pouvoir faire quand bébé pleure. Et vous allez créer ce qu'on appelle un baby crying plan sur lequel vous allez marquer ce que vous pouvez faire pour calmer bébé et ce que vous pouvez faire pour vous calmer. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous calmer parce que la journée a été épouvantable et que vraiment vous êtes à fleur de peau, eh bien vous posez bébé dans le lit, vous sortez, vous faites 3 fois le tour du pâté de maison et comme ça au moins vous vous serez calmé, vous aurez éliminé toute cette colère et tout ce stress en excès et vous reviendrez et vous serez plus dispo. Vous serez bienveillant envers bébé en le posant dans son lit parce que c'est gentil de dire qu'il faut être bienveillant avec bébé, mais si vous le secouez, vous n'êtes plus bienveillant du tout. Alors, pour l'éviter, vous le couchez dans le lit. Et puis, il y a plein de monde qui va vous dire il faut faire ça et ça. En général, ceux qui vous donnent le plus de conseils, c'est ceux qui n'ont pas réussi. Donc, il ne faut vraiment pas les écouter. Vous vous adaptez à votre bébé. Vous faites comme vous le sentez. C'est vous les meilleurs interlocuteurs pour ce bébé. Parce que c'est vous, c'est votre enfant. Vous pouvez comprendre ce qui se passe parce qu'il est avec vous le plus souvent. Après, encore, 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 encore. J'ai déjà dit tout ça. Alors oui, on appelle un médecin si les pleurs vous paraissent particulièrement forts, particulièrement intenses, que vraiment quand vous mettez la main sur lui, il ne se calme pas. Là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, là, on consulte. Ou s'il y a de la fièvre. Souvenez-vous, de la fièvre chez un bébé de 3 mois égale consultation obligatoire aux urgences, ni le médecin traitant, ni le pédiatre. Une température chez un enfant de moins de 3 mois, c'est signe d'une infection, mérite des examens spéciaux, donc c'est les urgences. Donc vous allez à l'hôpital. Après, encore. Alors, c'est Montréal, c'est les Canadiens qui ont beaucoup travaillé sur ce bébé d'enfant secoué. Ils ont entre autres créé le thermomètre de la colère. Ça aussi, vous déterminez à partir de quel moment ça devient insupportable pour vous. Et quand vous arrivez dans cette zone jaune, zone orange, attention danger, on ne va jamais en zone rouge. On arrête, c'est là qu'on pose bébé et qu'on sort pour se calmer. Alors, je dis des vilaines choses aux futures mamans parce que je leur dis que si elles ont envie de fumer une cigarette, elles peuvent aller fumer une cigarette. Je n'encourage pas le tabac pendant la grossesse, mais si c'est le seul truc pour qu'elles se calment, oui, pourquoi pas. Après, c'est le baby. Voilà. Continuez, Delphine. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et vous voyez, en bas, j'ai mis les numéros d'appel pour enfance et partage et Allo parents bébés. Et puis, il y a de la place pour mettre, pour mettre un numéro de personne ressource. C'est la personne avec laquelle vous arrivez le plus facilement à vous exprimer, à qui vous pouvez dire « je n'en peux plus, je ne le supporte plus, ça ne va pas bien se passer ». À qui vous pouvez dire votre mal-être, parce qu'on a le droit de dire que la vie était plus simple avant que bébé arrive, mais il y a plein de choses qu'on fait avec bébé qu'on ne faisait pas quand il n'était pas là. Donc, mais quand on ne va pas bien, on ne voit que les choses négatives. Donc, vous choisissez 2-3 méthodes que vous pouvez faire pour calmer bébé ou pour vous calmer et vous affichez ça sur votre réfrigérateur. Et quand vraiment la situation se présente, eh ben vous remémorez ce que vous avez écrit et ça se passera bien. Après, encore, c'est dommage que je ne puisse pas passer. Alors, le témoignage, il y a un témoignage de père qui a malheureusement secoué un bébé et c'était un papa tout à fait bien, sans aucun souci, parce qu'il arrive à un moment donné où l'instinct de survie, le manque de sommeil, les difficultés quotidiennes font qu'on fait le geste de secouer le bébé et une seule fois suffit pour handicaper l'enfant à vie. Donc, s'il vous plaît, ne jamais, handicapé, ne jamais secouer bébé. Vous m'avez mis quoi, Delphine, contre la En fait, je distance? vous ai donné la main, je viens de trouver. Hein. J'arrive pas. De visio, tout va bien. Ça marche pas? Non, ça marche. Ah si, ça marche. C'est bon. Alors,
quand vous allez aménager la chambre de bébé, comme je dis aux mamans, les mères n'ont aucun droit d'aller dans les pièces que vous aménagez. C'est vous qui faites les travaux et c'est absolument pas elles. Donc vous, parce que tous les produits que vous allez utiliser, même les plus healthy friend, eh ben, sont dangereux parce qu'ils vont émettre des composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles sont dangereux pour le fœtus. Le fœtus est un être immature, il ne sait pas éliminer ce type de produits. Il va donc les garder plus longtemps en lui, il va les concentrer et ça peut être responsable d'anomalies, enfin de stockage au niveau des cellules cérébrales et ça peut entraîner des perturbations comme le font les perturbateurs endocriniens un petit peu plus tard. Donc, non Delphine, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche plus. Vous l'avez repris? Bon, la table allongée, je vous disais tout à l'heure, faites attention, par exemple, essayez d'avoir des bords relevés, essayez de l'avoir le plus large possible et puis particulièrement stable. Pour ce qui est de la baignoire, pareil, ne jamais laisser un bébé seul dans son bain, quelle que soit la façon que vous avez choisie pour l'installer dedans. Aucun siège ne protège bébé d'une chute dans le bain. Donc, on ne laisse jamais bébé tout seul dans un bain. Pareil, on doit le sortir, et ben on le prend dans la serviette, on va répondre à la sonnette, on va faire ce qui devient urgent, mais on ne laisse jamais un bébé seul dans son bain. La chaise haute, pareil, pour la choisir, il faut prendre des choses qui sont particulièrement stables parce que votre enfant va bouger dans cette chaise, il n'aura que 5 mois et c'est là qu'il risquera de tomber. Donc, il faut privilégier avec un harnais pour qu'on puisse l'attacher dedans. Pour le sommeil, plusieurs choses sont possibles, que ce soit berceau, couffin, lit. Ça, c'est votre choix. Cododo possible, c'est-à-dire que le lit est à côté de votre lit et ça fait partie des conseils donnés aux parents pour les 6 premiers mois. Mais quand je dis cododo, je ne dis pas co-sleeping. Co-sleeping veut dire que bébé dort dans votre lit. Et ça, non, parce que ça, c'est vraiment source d'accident. Par contre, cododo avec le lit, comme celui qui est en haut, accroché à votre lit avec des sangles, il n'y a aucun souci. Les normes de sécurité sont des normes françaises. Vous verrez, ce qui est vendu en France doit répondre à ces normes de sécurité. C'est par exemple l'écartement des barreaux, c'est par exemple l'utilisation de certaines peintures, c'est par exemple l'utilisation de certaines colles. Alors, quand vous faites les travaux aussi, si vous achetez des nouveaux meubles pour la pièce de bébé, vous les déballez dans la pièce si vous êtes en appartement ou dans un garage pour que justement ces COV, donc les composés organiques volatiles, s'évaporent, puisque les normes que vous allez voir apparaître dessus sont celles on dose les COV au bout d'1 mois d'évaporation dans l'atmosphère, pas tout de suite. Donc, ça marche par moment, puis ça ne marche plus. Donc, pour les sièges auto, il y a également une législation en cours. La législation a été revue. Avant, on avait une législation qui était le R4404, qui était la législation en fonction du poids. Maintenant, on a une législation qui est un petit peu plus logique, c'est la législation en fonction de la taille de l'enfant. Parce qu'il est évident qu'il n'y a pas que le poids, mais la taille aussi de l'enfant. Parce que si vous avez un enfant de 2 ans qui normalement mesure 80 cm, mais qu'il en mesure 90, il ne pourra pas être dans le même siège, parce que celui de 90 cm, il va dépasser en haut, et lorsqu'il y aura un moment de freinage, il va avoir la tête qui va dodeliner dans le vide, et ce n'est pas possible. Voilà les différents modes de siège auto. Vous avez ce qu'on appelle les maxi-cosy. Les maxi-cosy sont un moyen de transport des enfants de alors c'était dit moins de 9 kg, il semblerait que ça soit moins de 7 mois. En fonction de la taille, c'est moins de 70 cm. Ils sont toujours dans le sens contraire de la marche de la voiture. On peut les installer sur le côté passager avant, mais n'oubliez pas de désactiver l'airbag quand vous faites ça, parce que sinon, ils sont comprimés par l'airbag en cas de choc frontal. Sinon, on a comme le modèle du bas, on a des sièges qui sont adaptables en fonction de l'âge de l'enfant avec les différents, un harnais, et dedans, vous avez un réducteur de siège qui vous permet d'utiliser le siège un petit peu plus longtemps. Voilà la nouvelle législation, c'est la e-size, et cette législation est obligatoirement fixée sur le siège que vous allez acheter.
À retenir, ne rachetez jamais un siège à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que s'il y a eu un accident avec ce siège, le siège n'est plus de sécurité. Si c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui vous certifie qu'il n'a pas eu d'accident avec, qu'il n'y a pas eu d'accrochage, vous pouvez racheter effectivement. Mais autrement, n'achetez jamais sur le bon coin ou ce genre de choses un objet de sécurité parce que vous ne savez pas s'il n'a pas subi des dommages avant qu'on vous le revende. Sur le siège, vous allez avoir le nom du fabricant, le schéma d'installation. Ça, c'est sur tous les sièges. Voilà, on passe tout ça. OK. Donc maintenant, vous savez que dans tous les véhicules neufs, il doit y avoir le système Isofix qui vous permet de solidariser le siège directement à la voiture avec des crochets à l'intérieur et puis quelque chose dans le coffre pour l'attacher. C'est la meilleure façon de solidariser le siège à la banquette arrière. En 2017, oui, en 2017 aussi, la réglementation a évolué. Normalement, les rehausseurs de type celui qui est à gauche ne sont plus acceptés, ne sont plus à la vente. On a maintenant à la vente normalement ceux avec un maintien dans le dos. Souvenez-vous aussi, j'ai mis ça, il faut toujours qu'il soit dans le bon sens parce que c'est 5 fois plus sûr lorsque c'est bien accroché. Les accidents qui arrivent sont, pour 70% des cas, des enfants qui sont mal installés en voiture et les erreurs peuvent être graves dans 55% des cas parce que du coup, ils ne protègent plus l'enfant. Le siège auto est obligatoire jusqu'à l'âge de 10 ans. Et n'oubliez pas, quand on met un bébé dans un siège auto, on ne lui laisse pas le manteau parce que sinon, il va sous-mariner dans le harnais et il ne sera plus du tout en sécurité. Donc, servez-vous de ce schéma pour vous remémorer la meilleure façon d'installer l'enfant. Ça, c'est toujours encore. Ah oui, ils ont sorti maintenant des sièges avec des airbags incorporés dedans. Alors, les airbags qui sont dans les sièges de bébé sont des airbags qui n'entraînent pas d'augmentation de la chaleur parce qu'à un moment donné, on avait déjà travaillé sur ça et malheureusement, les airbags utilisés risquaient d'entraîner des brûlures sur l'enfant. Et là, les fabricants s'engagent à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la chaleur lorsque l'airbag se déplie et vient protéger l'enfant latéralement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, en voiture, toujours attaché, toujours dans la bonne position, toujours sur le siège où il peut l'être. Donc, a priori, c'est jusqu'à l'âge de 10 ans derrière, sauf quand il est dans le maxi-cosy où on peut l'installer devant en sens contraire de la marche. Pardon. Un autre matériel que vous allez acheter, c'est la poussette. Est-ce que c'est une poussette canne? Est-ce que c'est une poussette beaucoup plus compliquée? Ça dépend de l'usage que vous allez en faire. La poussette canne en bas, toute simple, c'est celle qui va vous permettre de passer le plus facilement en ville. Parce que je suis désolée, les trottoirs en France ne sont pas les trottoirs américains. On n'a pas des trottoirs qui font 4-5 mètres de large parce que nos avenues sont beaucoup plus petites. Donc, c'est plus facile en ville de circuler avec ça. Mais il faut savoir qu'ils sont plus bas et qu'ils sont à la hauteur des pots d'échappement. Bon, comme les voitures désertent un peu les villes, on a un peu de chance de pouvoir les utiliser. Les poussettes comme celle en bas à droite, c'est une poussette que vous pouvez par exemple utiliser lorsque vous faites votre running le matin. Il n'y a aucun souci, vous faites votre footing avec ça, il n'y a pas de souci. Alors, la poussette, elle peut être avec une nacelle ou sans nacelle. Il faut regarder le mode de pliage et il faut regarder par rapport à votre coffre parce que parfois, on achète une poussette hyper sophistiquée. Quand on la met dans le coffre, il n'y a plus de place pour le reste. Donc, c'est important que vous ayez des réserves techniques au point de vue voiture. Sinon, vous changez de voiture pour mettre la poussette. J'arrive plus, Delphine, c'est reparti. Voilà. Alors, quelques règles de bon sens. Avant de mettre bébé dedans, on vérifie que tout est bien clipsé, qu'il n'y a pas on utilise toujours les sangles pour l'attacher parce qu'il peut arriver à n'importe quel moment qu'on cogne contre une pierre ou quoi que ce soit et l'enfant à ce moment-là tombe de la poussette. On équipe la poussette avec les accessoires indispensables, l'été avec une ombrelle pour le protéger du soleil et l'habillage pluie. L'habillage pluie est très intéressant lorsque vous n'avez pas le choix et que vous devez l'emmener avec vous pour faire les courses dans les grands magasins. Vous mettez l'habillage pluie, ça évitera que les gens viennent lui cracher dessus du Covid ou autre chose parce qu'un bébé dans un grand magasin, ça attire plein de monde et les gens n'ont pas la retenue de rester loin de l'enfant.
Donc, vous mettez l'habillage pluie, comme ça, bébé ne risquera rien et il sera avec vous. Actionnez toujours les freins lorsque vous arrêtez la poussette. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne risque pas d'y avoir quelque chose. Voilà. La chambre, on en a déjà parlé. La zone la plus calme, je vous ai déjà dit, pas de travaux pour les futures mamans. C'est ce fameux logo qui se retrouve sur les produits que vous utilisez pour les travaux dans la maison. Il y a différents niveaux de polluants, de COV émis. Évidemment, le A+, c'est le plus intéressant. Mais encore une fois, ce niveau-là, c'est celui au bout d'1 mois, une fois que le produit a été utilisé, posé, séché pendant 1 mois. Donc, la femme enceinte ne participe pas. Et vous, vous faites attention, si vous vous retrouvez dans une ancienne maison, faites attention aux peintures au plomb. Ne grattez pas les vieilles peintures, mettez un masque, protégez-vous, parce que vous aussi, vous pouvez vous intoxiquer avec ces produits au plomb. N'oubliez pas, le plomb est un toxique pour les globules rouges. Les vieux revêtements de sol, si vous avez des vieux revêtements à éliminer, éliminez-les toujours en déchetterie parce que les solvants permis dans les années 2000 étaient des solvants toxiques qu'on ne peut plus utiliser maintenant. On a utilisé beaucoup de chimie dans les années, fin des années 90, début des années 2000. Maintenant, on arrive à la chimie raisonnée, ce qui est une bonne chose. Il existe en France et en Europe des labels qui peuvent vous aider dans votre choix. On a le label NF Environnement qui est un label français et puis il y a le label Écossaire qui est le label européen. Donc cela, c'est vraiment un cahier des charges bien précis. Lorsque vous utilisez des produits, faites attention aux différents labels qui figurent dessus. Même pour vous, préférez les labels fiables du point de vue bio. Maintenant, si vous êtes obligé d'utiliser des produits toxiques, vous mettez des gants, vous vous en servez, vous éliminez et vous ne stockez surtout pas à un endroit accessible pour un enfant. Parce que j'ai pour habitude de raconter l'anecdote qui m'est arrivée en garde. J'avais un petit bonhomme qui avait bu une bouteille de limonade. Et la bouteille de limonade, c'était en fait de l'antifourmi. Et l'antifourmi, c'est du formol. Donc l'enfant, il est parti en SAMU hélicoporté. Et le petit frère qui a vu son frère partir en hélicoptère s'est dit, c'est très bien, moi aussi je vais boire de l'eau sale, comme ça je vais prendre l'hélicoptère et je vais partir. Donc, il faut toujours vous mettre à la place du raisonnement de l'enfant. L'enfant, il a vu, mon frère a fait ça, il a eu ça, donc je vais faire la même chose. Et donc, attention. Et voilà. Et je termine en vous disant, pas d'inquiétude, personne ne naît parent, on le devient au contact de notre enfant. Et nous, on n'a pas été plus malins que vous, ne vous inquiétez pas, on a eu les mêmes difficultés. Voilà, j'ai fini. Alors maintenant, c'est vos questions. C'est vous qui parlez. Mais du coup, moi, j'avais une petite question alors concernant le cododo. Donc, avec ma compagne, on voudrait donc faire ça dans les premiers mois. Mais je me demande un petit peu si il ne faut pas dépasser un certain mois pour que le bébé puisse reprendre, on va dire, des nuits dans sa chambre sans être trop perturbé, en fait. Je me demande s'il ne faut pas… La Haute Autorité de Santé conseille de garder bébé dans la chambre les 6 premiers mois. Maintenant, si vous avez un choix d'éloigner bébé dans sa chambre, vous pouvez mettre un babyphone, par exemple. Alors, pareil, faites attention quand vous achetez un babyphone. C'est un produit qui émet des ondes. Le cerveau de bébé est un cerveau immature qui va être sensible à beaucoup plus de toxicité que le nôtre. Donc, vous prenez un babyphone avec un DAS bas, le plus bas possible, et vous en prenez un qui se déclenche à la voix de bébé pour qu'il ne soit pas en route tout le temps. Et vous ne le mettez pas à côté de la tête de bébé. Voilà. Il y a une certaine distance à avoir. Au pied de l'enfant, à côté des pieds de l'enfant, sur une étagère à côté, il n'y a pas de souci. Ok. Et par rapport au siège auto aussi, du coup, je voulais savoir, est-ce qu'on peut prendre bébé dans le premier mois en voiture ou est-ce qu'il faut quand même attendre une certaine… Non, au niveau de sa morphologie, de sa résistance. Vous sortez de maternité, bébé, il ne sort pas dans les bras de maman. Hein. Oui, forcément. D'accord. Donc, il est pas avec un siège. C'est vrai, c'est juste. Et je cite toujours l'exemple des États-Unis parce que je l'ai connu. Aux États-Unis, vous ne sortez pas de la maternité sans montrer que vous savez utiliser un siège.
Mhm. Vous devez ramener votre siège à la maternité, même si vous habitez à 100 mètres de la maternité. Mhm. D'accord? Dans le pays de la plus grande liberté, vous voyez, la Ouais, liberté est relative. Moi, j'ai une question concernant le porte-bébé. Oui. On a acheté un porte-bébé qui dit qu'il peut être utilisé dès la naissance. Est-ce que c'est vraiment dès la naissance qu'on peut utiliser le porte-bébé ou vaut mieux attendre? Il faut faire très attention, il faut bien dégager le nez, il faut soutenir la tête, mais on peut dès la naissance. D'accord. C'est comme une écharpe de portage. Faire attention à la façon dont vous installez bébé dedans. Il faut vraiment dégager son nez et il faut toujours avoir un œil sur bébé, vérifier. Ok. Merci. Vous a cloué le bec? C'est pas possible ça. On les a saoulés, docteur Pelletier, c'est terrible. Et ce soir, en plus, ils bénéficient même pas des petits fours. D'habitude, quand vous étiez en présentiel, vous aviez droit aux petits fours. Bah, là, pas de petits fours. C'est Et dommage. ouais. Et voilà, c'est fluide. Moi, j'ai une question aussi concernant la tétine. Est-ce que c'est quelque chose on doit attendre le plus longtemps possible ou, C'est une invention du diable. Ah. Alors, ça calme l'envie de téter de bébé, mais si vous avez commencé à lui donner une tétine systématiquement quand il pleure, déjà, ça veut dire à bébé, tais-toi, t'as rien à me dire. Donc, c'est déjà pas sympa. Et puis, si vous lui donnez systématiquement, il va prendre l'habitude de dormir avec la tétine. Et quand il sera plus grand, vers 5-6 mois, il va l'attraper et il va vous la virer par terre. Et vous allez vous lever 6, 7, 8, 9 fois la nuit. Donc, ça peut aider après une tétée quand il n'est pas rassasié, qu'il a envie de téter un tout petit peu. Ça peut l'aider. On en a même parlé un peu dans la prévention de la mort subite, mais essayez de ne pas le donner systématiquement. Ça ne doit pas être le geste, il pleure, je donne la tétine. Ce n'est pas un bouchon. Mhm. Et mis à part le congé pater après donc la naissance, est-ce qu'il y a des jours un peu comme le docteur Pelletier a stipulé pour la maman, Alors, des jours dans de le soutien PowerPoint que moi j'avais envoyé, j'avais mis à jour les congés paternité en France parce que nous sommes passés à un mois. Donc, les 25 jours du docteur Pelletier plus les 3 jours de congé paternité qu'on avait avant. Donc, on a maintenant 4 semaines pleines. On n'a rien d'autre. D'accord. Les mères ont un peu de chance, alors à moins que dans votre convention collective, ça soit prévu. Mais je pense que c'est plus prévu pour les mères dans la convention collective que pour les pères. Et par exemple, en banque, les mères ont 6 mois de congé postnatal. Donc, c'est quand même intéressant. À la Sécu, les mamans ont aussi 6 mois de congé postnatal. C'est vraiment la convention collective qui le dira. D'accord. On va y arriver. Les Espagnols sont à 8 semaines. On n'est pas bon. Il faut qu'on avance. On est déjà arrivé à 4 semaines. En 2 ans de temps, on est passé de 3 jours à 4 semaines. On a fait des progrès quand même. C'est sûr, c'est sûr. On aurait aimé que les 1000 jours débouchent sur un peu plus que ça. Pour l'instant, on a un peu l'impression d'une montagne qui a accouché d'une souris, vous savez. Il y a tellement de choses à faire. Et en tout cas, ce qu'on dit, et ce qu'on dit avec Dr Pelletier, les pères, vous prenez votre place. L'enfant, c'est un enfant du couple, ce n'est pas l'enfant de la mère. Même si nous, les femmes, on a tendance à se l'approprier, il n'est pas à nous. C'est l'enfant du couple. Et comme disait Dr Pelletier, le couple existait avant le bébé. Donc, il doit exister quand le bébé est là. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'offrir un week-end. Les grands-parents ou qui que ce soit d'autre seront ravis de le garder. Et vous, vous aurez 2 jours avec vous. Et la première fois, peut-être que maman téléphonera toutes les demi-heures, mais après, elle va s'habituer. C'est beau? Ok. Bah oui. Pour moi, c'est bon. Moi, j'ai une dernière question. Donc, moi, je suis jeune papa et donc là, je profite du congé paternité pour aider la maman et du coup, j'arrive à développer un lien d'attachement avec mon bébé. J'ai un peu d'appréhension concernant la reprise du travail. Comment conserver justement ce lien après, par exemple, une journée de travail? Est-ce qu'il y a des choses à faire Comme une mère qui reprend le travail et qui conserve le lien avec son bébé. C'est exactement pareil.
À vous bah, je ne sais pas, par exemple, décider un jour sur deux, c'est vous qui donnez le bain le soir. Un jour sur deux, c'est maman. Vous voyez, ce genre de choses. Un jour, ben, quand il est un peu plus grand, c'est vous qui allez lire l'histoire du soir. Un jour sur deux, chacun un tour de rôle. D'accord. Maman a envie d'aller faire du sport, ben, ce soir-là, c'est vous qui vous occupez de bébé. Vous vous organisez à deux. Mhm. Ok. C'est possible. Parfois, c'est rock'n'roll, mais c'est possible. Merci. On va vous dire bonsoir. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci à tout le soirée. monde. À bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Et puis, À bientôt. bien de Au revoir. votre plaisir d'être parent, parce que c'est intéressant. Au Merci. revoir. Au revoir.